comment parler sa langue. J'insiste sur le ça. Petit avant-propos, un grand danger à éviter, ça ne vous étonnera pas, figer la langue en s'imaginant que ce qui existe est nécessairement plus sûr que l'apport des deux grands courants d'innovation bien connus, à savoir la néologie interne et l'emprunt. Seuls les puristes les plus radicaux s'insurgent contre les deux procédés. Il en résulterait évidemment une stagnation de la langue signifiant tout simplement sa mort, en la rendant incapable de se renouveler en même temps que la société et le monde qui nous entoure. Alors, à la phrase de Descartes, fondatrice de son idéalisme philosophique, « Je pense, donc je suis », j'ose une homonymie que je dédie à Raymond DeVos, ce qui la mettrait plus en accord avec mon propos. Je pense, donc je ne suis pas. Le doute et les réactions agnostiques étant trop rares en matière de langage comme en d'autres d'ailleurs. Dans une précédente communication, Comment parler de la langue, je me suis attaché à dénoncer certains jugements hâtifs pouvant engendrer une confiance excessive dans les dictionnaires. Il en va de même pour des conceptions traitant des rapports entre les genres féminins et masculins que ne montrent pas les textes originaux, comme j'ai pu le montrer, ou encore de la tendance à voir prématurément des traces de français à des dates où il ne pourrait pas en être question. On le voit, une bonne connaissance de l'histoire de la langue continue à jouer un rôle essentiel pour le linguiste. Dans ce second volet, aujourd'hui, Comment parler sa langue, il s'agit de montrer en quoi consiste l'analyse d'un système qui se construit et se développe à travers un usage continu. Plus personne n'imagine que l'on puisse encore rêver à des sommets que le français aurait atteints à des moments privilégiés. Ainsi, le corpus oral et écrit que j'ai rassemblé depuis quelques mois, une bonne centaine d'items, n'a en lui-même aucune valeur spécifique. On y trouve le meilleur comme le plus déroutant, sachant qu'il s'agit évidemment de formes diverses, une petite centaine, recueillies par un observateur linguiste aussi objectif que possible. De nos jours, la communication en français circule dans tous les milieux, des plus soucieux d'un langage épuré ou même très conservateur, notion d'ailleurs difficile à justifier dans le cas d'une langue vivante toujours en mouvement, jusqu'à ceux qui s'enferment dans un langage de connivence ou de groupe. Jeunes, le langage des cités, c'est bien connu en France surtout, langue technocratique, etc. Les médias, les réseaux sociaux, les presses écrites et orales véhiculent des formes lexicales, ou parfois syntaxiques, constituant un ensemble de nouveaux phénomènes langagiers. En France, des feuilletons télévisés de grande audience, diffusés parfois pendant plusieurs années, importent dans leur dialogue un nombre restreint de termes, entre guillemets, jeunes. Représentés de façon répétée, souvent par quelques formes de verlan, meuf, cum, beurre et rebeu, redébarbanisé, ouf, relou, chelou, vénère, etc. Déjà, pour la plupart d'ailleurs dans les dictionnaires, ils se mêlent habilement à un français familier d'adultes, policiers, avocats, médecins, etc., censés donner une image d'une langue accessible à tous. En Belgique, où les feuilletons télévisés sont plus récents et plus courts, le langage familier comporte parfois l'un ou l'autre régionalisme ou dialectalisme de façon assez limitée. Il est en fait indispensable, pour qu'une communication fonctionne bien, de disposer d'un minimum de termes communs entre usagers d'une même langue. Une première difficulté déjà liée au sens de commun, nous l'avons déjà vu d'ailleurs, soit ce qui rassemble, ce qui permet de se comprendre quand on parle la même langue,
une exigence minimale pour une communication démocratique. Commun n'a donc pas ici le sens de banal, usé, dépassé. On note la même difficulté qu'on remarquait lorsqu'on examinait la variation diatopique. La tendance est de se focaliser sur ce qui distingue les usages régionaux d'une langue sans vraiment disposer du dénominateur commun, assurément le plus nombreux et le plus important. Il n'y a lieu de s'inquiéter que si un usage propre à un groupe se ferme sur lui-même. Je l'ai évoqué, la langue des cités, par exemple, problème bien connu en France, souvent source d'ennuis très graves. Cette ignorance d'un usage commun peut aller jusqu'à susciter des réactions très hostiles de lycéens ne parvenant pas à interpréter l'un ou l'autre terme, tel ludique, mésaventure qu'a connue une consoeur de notre académie, Sylvie Germain. Ici, je n'ai pas tous les éléments, mais c'est par téléphone. Je lui avais téléphoné parce qu'elle avait signalé ça. Elle avait, dans un journal, attesté qu'effectivement, elle avait été insultée dans une école parce qu'elle avait soumis un texte avec 3-4 mots qui étaient des mots parfaitement utilisables par des... Menacés. Pardon ? Et menacés, oui, non. Donc, situation qui avait assez fort troublé Sylvie Germain, et d'ailleurs elle était tellement troublée qu'elle m'a dit je ne peux pas te donner cet extrait du journal parce que je l'ai jeté tellement ça m'avait déplu comme réaction, on peut le comprendre. Avant d'aborder une typologie de cas significatifs méritant une analyse, il convient de rappeler quelques concepts parfois utilisés à des fins polémiques, n'aboutissant qu'à traiter les uns de laxistes et les autres de puristes, passéistes, le fameux point Godwin dont il a déjà été question, on se traite de nazis, etc. Bon. À cet égard, la notion de norme mérite évidemment un peu d'attention. Sous sa forme dite prescriptive, elle prétend dicter une seule forme de langage correcte, plus vraiment applicable, même par les grammaires les plus sérieuses. On peut prendre comme exemple la fameuse grande grammaire du français qui nous a été présentée d'ailleurs ici, qui est un monument tout de même assez important. On constate aussi que les versions révisées en profondeur du bon usage de Maurice Grevis, dont la dernière édition date déjà de 1981, ces éditions ont sérieusement modifié la relation entre norme et usage. De nos jours, la norme s'oriente vers une norme de fonctionnement essentiellement descriptive. Eh oui. C'est largement le parti déjà adopté par André Gauss dans les éditions qu'il a dirigées depuis 1986, la 12e édition. En outre, il n'est plus très pertinent de se fonder sur des niveaux de langue, ce qu'on a longtemps pratiqué, moi aussi quand je m'intéressais à des périodes plus anciennes, à des niveaux de langue liés à des classements sociaux, des sociolectes distinguant une variété haute, intellectuelle, une variété intermédiaire moyenne aux contours flous et une variété populaire qui serait propre à des usagers pas ou peu scolarisés. Cela pouvait avoir encore un certain sens jusqu'à la fin du XIXe siècle, en France et au début du XXe en Belgique, époque de l'instauration des études primaires obligatoires. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque pour laquelle de l'objet de ma thèse, le milieu du XIXe siècle, l'époque de Napoléon III, il n'y avait pas d'enseignement obligatoire. Il y avait la plupart des gens étaient largement analphabètes, surtout dans les milieux populaires ou ouvriers. Donc, et d'ailleurs, cette évolution est significative. Si vous observez bien dans ce qu'on appelle la microstructure des dictionnaires, donc le petit commentaire qui suit la vedette, l'entrée, la marque POP, populaire, qui était adjointe à un terme, a été abandonnée systématiquement de nos jours. On ne trouve plus la marque POP, ce qui est normal. Depuis la fin des années 60, la pragmatique, discipline axée sur l'attitude des locuteurs, leurs intentions, la situation de communication, etc., a orienté les jugements vers les registres de langue, ce qui est beaucoup plus vraisemblable,
un registre soutenu, en général celui de notre académie, courant, familier ou même très familier, en tenant compte du type d'interlocuteur et du type de situation. Ça, c'est la seule réalité tangible qu'il est permis de réaliser. En 1929, un ouvrage très inattendu, La grammaire des fautes de Henri Frey, va bousculer un certain nombre d'idées reçues en soulignant que la distinction du correct et de l'incorrect est une des premières difficultés auxquelles s'achoppe le grammairien qui étudie un état de langue. Je le cite ici entre guillemets. C'est étonnant, en 1929. Ce n'était pas l'habitude à l'époque, même les notions très rigides concernant la langue française étaient encore d'application. Alors, justement, la question est où situer exactement la frontière entre emploi correct et faute. Frey constate qu'une norme sociale défendue par la collectivité et représentée par la grammaire dite normative peut très bien ne pas être fonctionnelle. Et de citer, il a pris un bon exemple, ce qui est normal, ce que l'on peut dénommer des homonymies segmentales, c'est-à-dire des homonymies de plusieurs éléments. Et il cite un cas assez curieux, évidemment il vaudrait mieux que vous puissiez le lire, la petite phrase suivante, c'est lui qui l'a fait venir. Alors il faut voir comment ça s'écrit. C'est lui qui l'a fait venir, passé composé, qui a fait venir lui, ou qui a fait venir elle, bien sûr. C'est lui qui a fait venir, c'est lui qui l'a fait venir. Ou bien, finalement, c'est lui qui l'a, elle a fait venir. Donc, 4 possibilités pour cette même énonciation. Alors là, évidemment, il a choisi son exemple. Moi, j'avais un exemple un peu stupide que je donnais parfois aux étudiants, mais qui était fort amusant. Comment dirais-je, quand on veut avoir l'avis de quelqu'un, on lui demande « Qu'en pensez-vous » Évidemment, si vous l'écrivez avec QALD, là, ça devient terriblement outrageant. Ben oui, parce que je leur disais que parfois, il fallait se méfier de l'orthographe. J'ai vu, je ne sais plus où, récemment, un quand. Qu'en pense-t-il avec QALD, mais avec une petite hésitation quand même. Donc, ce n'est pas tout à fait irréaliste. Pour Frey, tout cela est correct. Mais l'équivoque créé ainsi suscite un déficit de communication. On le voit, il envisage surtout la fonction référentielle, évidemment, dénotative, mais on ne peut oublier, et ici on me le reprocherait très fort, la fonction expressive ou poétique, focalisée, elle, sur la forme même des énoncés, susceptible d'ouvrir sur un autre monde, plus directement centré sur l'émotivité, sur l'expressivité, etc. Aux considérations de Frey, j'ajouterais, et là ça va peut-être étonner certains, qu'un francophone natif strict, alors qu'est-ce qu'un francophone natif strict? C'est quelqu'un qui a des parents francophones dès sa naissance, qui n'a jamais eu des parents, comme il y en a beaucoup de langues différentes, enfin toutes sortes de situations très compliquées qui ont d'ailleurs été étudiées. Donc un francophone strict, natif strict, peut difficilement commettre des erreurs, attention, qui seraient étrangères au système français qui est le sien, seules étant possibles des déviances par rapport à quoi? Mais par rapport à la norme. Et de quoi s'agit-il? En fait, des usagers non natifs, puisant dans un autre système, celui de leur langue première, en l'occurrence, par exemple en Belgique, le néerlandais, produiront spontanément des formes marquées aussi par leur langue d'origine. Ces mélanges que l'on connaît bien en Belgique, et c'est ce que nous avons étudié, ça a eu d'ailleurs un grand succès apparemment avec mes 2 collègues de la KUL, de Smet et Lamirois, et le serviteur, dans, vous dites, répertoire d'erreurs courantes en français chez les néerlandophones, ce qui a été qui a été acheté en très grand nombre, ça a eu un succès très grand dans l'enseignement, ce qui est normal, mais très curieusement,
on a eu une clientèle des administrations en Belgique et même aux Pays-Bas pour ceux qui s'initiaient au français. Donc là, il y avait quand même une réponse assez encourageante. Alors, avant d'aborder l'analyse de quelques cas, je suis désolé, vous avez peut-être été un peu effrayé par l'exemplier assez abondant que je vous ai distribué, mais rassurez-vous, je ne vais pas analyser tous les cas, sinon je crois que nous terminerions vers 8 heures du soir. Donc, je vais être réaliste. Donc, il me semble indispensable de signaler la parution au printemps dernier d'un tract qui a fort énervé notre secrétaire perpétuel, je le sais, moi aussi d'ailleurs, chez Gallimard, ce fameux tract mensuel qui traite de différentes questions, sous le titre « Les linguistes atterrés », alors attention, atterrés, avec « e entre parenthèses et s », le français va très bien, merci. C'est sympa. Ce titre étonne par son côté catégorique, et je m'excuse, qui ne manque pas d'évoquer une chanson en grande vogue, juste avant la dernière guerre, et j'y ai pensé tout de suite, un cas étonnant d'optimisme radical. Tout va très bien, Madame la Marquise, et on peut continuer, tu pourrais nous chanter ça très bien, j'en suis sûr. Donc, une forme interrogative. Comment ? Ne me tente pas. Si, j'en suis sûr. Une forme interrogative moins provocante que j'aurais préféré personnellement, le français va-t-il si mal ? Là, le présupposé est tout à fait différent. Cela a eu mieux introduit une analyse critique équilibrée, alors avec une formule que j'utiliserai encore et que j'aime beaucoup par rapport à la langue, une analyse critique équilibrée, c'est-à-dire à charge et à décharge. J'ai 2 enfants juristes, et donc c'est pas pour rien que j'ai ça en tête. Étant donné que le français ne va pas à sa perte, comme le prétendent certains opposants radicaux, rejetant l'évolution continue de la langue. On s'étonnera aussi de la présence dans les ressources bibliographiques de ce tract, par domaine, divisé en domaines, ou d'une bibliographie générale, de personnes dont le curriculum vitae ne montre aucune trace de spécialisation en linguistique, sous la forme de mémoire de master, de doctorat ou de publication. Parce que, soyons sérieux, moi j'ai fait des études romanes, comme certains ici entre nous, mais les études romanes, à l'époque, c'était très bien. J'avais 3 cours de philosophie, 4 cours d'histoire, mais je ne me suis pas déclaré historien parce que j'avais eu 4 cours d'histoire ou 3 cours de philosophie. Donc là, attention à ces curriculum vitae, et ce sont des gens que nous entendons beaucoup dans les médias. Hein, attention. Voilà. En revanche, on notera des absences un peu stupéfiantes. Marc Wilmet, Grammaire critique du français, 3e édition, 2010. C'est quand même pas le Moyen-Âge. Hein. André Gauss et Maurice Grevis, Le Bon Usage, 16e édition, 2016. De même que quelqu'un qui est parfois un peu énervant, qui est un homme intelligent mais un peu cabotin, Claude Agère, qui aborde de manière toujours très intéressante la question de la concurrence entre langues. Enfin, un phénomène assez récent consiste à couronner à travers la presse l'un ou l'autre mot élu par les lecteurs. Très curieux. Cela peut être éclairant, mais on devine que certains choix sont parfois nettement moins heureux. C'est ici que la charge et la décharge est importante. Le plus étonnant est l'avis favorable automatique de certains linguistes, en particulier dans le soir. Il n'y aurait pourtant rien d'injurieux à exprimer l'une ou l'autre réserve justifiée. Ces votes n'ont en effet aucun caractère politique ou scientifique et gagneraient en valeur si on jugeait plutôt le rapport néologique réel. Il y a donc ici, ça m'ennuie un peu, on arrive, c'est plus tellement une analyse générale, il y a une certaine démagogie, parce que l'un de ces articles se termine en disant
amusez-vous avec la langue vous appartient. Après ça, on a tout dit, on peut tirer l'échelle, et puis c'est inutile de parler encore de la langue, bien sûr. Alors, donc, il y a là un problème qui est un peu inquiétant. Alors, je voudrais souligner ici quelque chose que je vous avoue que j'ai découvert. C'est ce qui est intéressant avec ici. Il y a 3-4 jours, j'écoutais la RTBF, et le soir, il y a une émission qui s'appelle Le Fil, je crois, de Kakelberg, qui est un très bon journaliste de la RTBF, Eddie Kakelberg, qui interviewait 2 germanistes, 2 spécialistes de l'allemand, à propos d'un phénomène dont on parle beaucoup maintenant en Allemagne, étant donné le succès, hélas, d'une certaine extrême droite dans certaines régions de l'Allemagne, ce qui crée vraiment des mouvements, des manifestations très importantes, et c'est heureux. C'est ce qu'ils appellent un Unwort. Unwort, c'est-à-dire, c'est un anti-mot ou un non-mot. Alors, c'est à propos, là je ne vais pas développer, du mot remigration en français, qui était évidemment qui a intéressé pas mal de milieux, parce que remigration, c'est un mot qui, alors c'est ça qui est d'autant plus gênant, qui est né après la Seconde Guerre mondiale, dans les milieux juifs, qui revenaient en Allemagne parce qu'ils avaient eu la bonne idée de partir à temps avant d'être envoyés dans les camps. Alors ce mot-là pouvait resservir. La remigration, pour cette extrême droite, c'est tous ces gens qui ne sont pas comme nous et qui veulent ici s'implanter. Ils ne sont pas de la même source. Alors, vous voyez, donc là, c'est le scandale. Mais alors, ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que là, c'est vraiment, les Allemands étaient vraiment en avance. Ce système de mots, à approuver, date chez eux de 1991. Avec une différence considérable par rapport à chez nous, en tous les cas, ce que j'en connais en Belgique, francophone, c'est que là, les Allemands ont désigné des commissions de linguistes aguerris, bien connus. 3-4 linguistes qui doivent donner leur avis, statuer sur la valeur réelle de ces mots. C'est quand même assez curieux. Et alors, depuis, comme ça avait pas mal de succès, ils ont eu l'idée de, je dirais, en fait le mot de l'année chez eux date de 1977, hein, tandis qu'ils ont décidé en 1991 de faire une nouvelle catégorie pour justement les mots qui sont des antimots. Alors vous voyez tout de suite, on peut tout de suite commencer à réfléchir. En français, les exemples qui étaient cités dans cette émission, et je ferme ma parenthèse, Zemmour, quand il a commencé à parler du grand remplacement, c'est exactement un anti-mot d'après. Parce que c'est un mot qui essaye de créer une discrimination grave, etc. Voilà. Donc, c'est toujours l'idée d'exclure des gens qui n'ont pas la bonne origine, ce qui est évidemment extrêmement inquiétant. Donc voilà, je ferme ma parenthèse parce que ça m'avait tellement... Je me rappelle que je me suis arrêté, j'étais en train de manger mon repas du soir et j'ai écouté tout jusqu'à la fin parce que ça me paraissait extrêmement intéressant. Et de nouveau, pour cet anti-mot, nouvelle commission qui n'est pas la même que l'autre, qui travaille parallèlement avec des linguistes désignés officiellement. C'est d'ailleurs, ils disent que c'est un des linguistes interrogés, un des linguistes allemands, dit que c'est l'héritage de quelque chose qui est ancien en Allemagne
et qui remonte même à la fin du 19e, au début du 20e siècle, la Sprachkritik. Les Allemands pratiquent ça depuis très longtemps. Là, nous, il faut dire que là, on s'y est mis un peu plus tard, semble-t-il. Voilà. Voilà. Donc, il est difficile dans tout ça de réagir, de ne pas voir une forme de démocratie linguistique, démocratie, de nouveau avec ici des guillemets, qui en France amène les deux principaux dictionnaires monolingues, Petit Larousse et Petit Robert, à introduire chaque année, sans véritable filtre critique, un maximum de nouvelles entrées dans leur nomenclature. Cette sorte de concurrence commerciale dénature sans doute quelque peu la valeur de référence de ces ouvrages pour les usagers. Bon, on a assisté à l'introduction de Yel, évidemment, dans le Petit Robert 2023, ce qui est évidemment une folie. Excusez-moi, on entend que vous parlez peut-être dans le micro. Ah oui, mais ça c'est le problème, oui, mais je crois que, ah oui, mais ça c'est pour le, voilà, ok. Oui, mais c'est parce qu'évidemment, fatalement, je me baisse pour lire certains aspects. Il faut donc aussi rappeler que le Trésor de la langue française en 16 volumes, publié, attention, ne l'oublions pas, de 1971 à 1994, propose un lexique qui a sérieusement évolué au cours de ces 23 années, auxquelles s'ajoutent les innovations apparues durant les 30 ans qui nous séparent de la date du dernier volume. Vous vous rendez compte? C'est vraiment remonté très haut. Malheureusement, j'ai acheté les 17 volumes que j'ai derrière mon bureau, mais ils sont largement dépassés. Ils sont intéressants pour des mots relativement anciens, mais pas pour les mots actuels qui n'ont même pas fait leur apparition dans la nomenclature. Le corpus que j'ai collecté au cours des 12 derniers mois, j'y arrive, comprend des sources orales tirées essentiellement de la RTBF, emploi par des journalistes, mais pas seulement par des journalistes, par leurs interlocuteurs invités, ce qui évidemment ce truc dont il faut tenir compte, ainsi que des textes issus du magazine Vif Express et du quotidien La Libre Belgique, soit environ une centaine d'items. L'exemplier que vous avez reçu se limite à un certain nombre de cas significatifs que j'essaye de soumettre précisément à une critique permettant autant que possible de proposer des points de vue, je le répète, à charge et à décharge, éventuellement. Alors, si vous vous attendez de ma part à un conseil, à dire ce mot-là, il ne faut pas, celui-là, je ne vais pas vous le dire. Vous allez voir comment j'essaye de porter un jugement. Alors, bien entendu, si c'est un mot qui a ressorti à ces antimots, à ces mots évidemment injurieux ou discriminants, là, c'est une autre question. Alors, on peut aller très vite dans l'exemplier, rassurez-vous. Le début, les mots français. Alors, les mots français, il y a des problèmes aussi. Regardez, par exemple, ici, c'est un problème de syntaxe. Concerté. Alors, pendant des semaines, c'est une forme familière, je me suis appuyé, l'écoute des nouvelles du matin, où les gens avaient un plaisir à dire qu'ils allaient concerter le Premier ministre. Concerter le Premier ministre. Et ça avait beaucoup de succès. Alors, ici, je n'ai malheureusement notre ami linguiste, qui devrait être là aujourd'hui, qui est néerlandophone à l'origine. Anne Carlier. Anne Carlier aurait pu me répondre. Moi, j'ai essayé de savoir si c'était une influence du néerlandais, concerter quelque chose. Parce qu'attention. Non, c'est à cause de se concerter avec. Oui, bien sûr, on va se concerter. Mais alors, attention, ce qui est évidemment délicat, il faut dire que ce verbe a une syntaxe complexe, ce que Maurice Gross aurait très bien décrit par des propriétés adéquates dans son lexicogrammaire, qui malheureusement a disparu finalement avec sa disparition à lui. Donc, on a dénoncé le fait que l'écrivain n'est pas concerté pour consulter, tandis qu'on peut concerter des gens, un groupe de gens. C'est demander, ça revient à se concerter avec un groupe. Mais on ne peut pas concerter une personne, je ne peux pas concerter
le secrétaire perpétuel, si on est à deux, c'est stupide. Je m'excuse. Bon, alors, plus vite. Alors, plus facile, prêt et emprunt. Alors, ça, c'est largement, j'ai cru, il faut faire très attention. Hein. Il ne faut pas charger le néerlandais de tous les mots, quand même. On note chez des bilingues des tournures influencées par le néerlandais. Refus d'un prêt à une banque. Alors, je trouve que c'est très gênant de prêter à une banque. Prêter et emprunter, évidemment, sont différenciés en français, pas en anglais. Mais attention, qu'elle n'est pas, comme j'écoute beaucoup les informations, j'ai entendu récemment une interview d'un Français, je ne sais plus si c'était dans la région parisienne, qui disait qu'il avait fait un prêt à je ne sais quelle banque française. Alors ça, faire un prêt à une banque, il faut quand même... C'est que la banque ne va pas très bien. Non, justement, c'est absurde. Alors, je sais, voilà, donc il y a des choses bizarres. S'empirer au lieu d'empirer, voilà, les constructions, voilà. Alors ici, on a des paronymies, inclination à utiliser des avions. C'est dangereux, il y a déjà des avions qui s'inclinent tout seuls, mais maintenant, avoir une inclination... Alors, proratiser, ça, c'est ces économistes de l'UCL, au prorata. Il n'y a pas de dérivé, après tout, pourquoi pas proratiser pour calculer au prorata. Alors oui, c'est assez curieux. Et immobésité, celui-là a bien réussi. Les mots valides, c'est souvent très bon. Cette immobilité, c'est un très bon. Voilà, il y en a de très bons. Hein. Alors, malaisant, il avait été couronné comme un des mots de l'année, mais ça c'était pas... c'est pas québécois, ça? Oui, mais non, je suis un peu contrariant. Le problème, c'est que malaisant n'est pas un mot nouveau. Moi, je consulte toujours le FEV, et dans le FEV, on voit que c'est un mot qui est déjà en usage, un usage régional, de français régional, bourbonnais, bien avant. Et il devient un mot classé par les lecteurs du soir, ce qui est un peu... Voilà. Alors, nous en arrivons à la partie un peu dure de cet amplier, les mots anglais devenant des anglicismes. Alors ici, c'est plus complexe. D'abord, n'attendez pas de moi, surtout avec mon voisin de gauche, qui aurait de graves ennuis diplomatiques, que je dise du mal de l'anglais. D'ailleurs, j'en ai jamais eu envie, pas du tout. C'est une langue tout à fait intéressante, remarquable. Alors, le tout est de savoir ce qu'on en fait quand on n'est pas anglophone. Bon. Le recours à l'English-French Dictionary on Word Reference, complétant la consultation des dictionnaires monolingues français annuels, tel le petit Robert, est très éclairant. Vous verrez que j'ai mis des petits commentaires à côté des différents mots, en résumé, en abrégé, petit Rob, c'est petit Robert évidemment, etc. Cet ouvrage bilingue numérisé, j'insiste, en constante évolution. Voilà, le premier dictionnaire numérisé authentique. Alors attention, pas confondre avec le grand Robert qui a été numérisé, mais on a numérisé, on a photographié simplement la version actuelle. Ce n'était pas un nouveau dictionnaire. Donc ici, c'est un véritable ouvrage bilingue numérisé qui fournit une série précieuse d'informations sur la forme et le sens des mots, en relevant des usages sociolinguistiques divers en anglais déjà, mais aussi une étonnante information étymologique qui remonte parfois au pré-indo-européen. Attention, hein, on ne dit pas tout de suite « Ah oui, mais ça vient du français, comme je l'ai entendu. » Alors, ça, dans le tract, il y a une justification qui est faite pour l'anglais, en disant on leur a emprunté beaucoup de choses autrefois, on peut leur rendre l'appareil, quand même, c'est normal, comme si c'était un échange commercial. Enfin, alors là, en plus, quand on lit justement souvent cette partie historique et, comment dirais-je, étymologique, elle est longue, elle est précise, elle remonte, évidemment, les germanistes n'ont pas l'avantage d'avoir le latin parlé, les traces de latin parlé que nous avons,
il faut remonter au germanique commun, ou bien à l'indo-européen, ou au pré-indo-européen. Il remonte. Alors, évidemment, ce qu'on voit aussi, je disais à quelqu'un tout à l'heure, on dit, mais tout ça, oui, regardez, ces mots-là viennent du français. Mais si on regarde de près ce qu'ils ont analysé, en fait, bien souvent, ce n'est pas incompatible avec le français, mais ça a été emprunté par l'anglais déjà au latin. Parce que le latin était pratiqué, évidemment. C'était la langue qui était utilisée dans les milieux intellectuels, dans les couvents, etc. Donc, il ne faut pas se tromper. Hein. Le français, bien sûr, il y a des mots empruntés au français, on les connaît bien, évidemment. Tennis et compagnie, des choses comme ça. Évidemment, comment dirais-je, tout ce qui concerne le sport au XIXe siècle. Donc, certaines qualités d'anglicisme, voilà, est variable. Et ce qui est intéressant, ça a été la surprise quand j'ai parcouru maintenant, très souvent je parcours presque essentiellement ce dictionnaire-là, quand il y a un mot anglais, eux-mêmes signalent, comme pour dire, oui, c'est pas tout à fait bon, c'est un anglicisme, en français, dans la partie française. Donc, il y a une espèce d'attention, c'est un véritable dictionnaire, qu'on dirait, à cheval sur les deux langues. Alors, que faire à partir de là, direz-vous? On avance. Mais moi, j'ai essayé de voir un peu clair déjà en établissant 4 catégories, 4 sous-catégories, en allant du pire à ce qui est pas grave. Alors, le pire, ce sont les segments anglais entiers considérés comme plus accrocheurs. Alors, vous avez un magnifique exemple dans l'exemplier. Alors, ce très beau festival de Mons, le festival du film d'amour, est devenu il y a 2 ans le Love International Film Festival. Ceci, en plus, créé en 1984 par Elio Di Rupo, qui n'est pas spécialement un grand angliciste. Et alors, vous avez oui, il y en a beaucoup, hein, mais je vous donne un deuxième exemple. Alors là aussi, on peut se demander si c'est vraiment démocratique. La nouvelle, vous savez que la Wallonie, depuis des années, chaque fois qu'il y a un nouveau gouvernement wallon, il y a un nouveau nom de développement économique. Hein. Il y a le Marshall, le truc, enfin, on a pris toutes sortes de noms. Et alors, maintenant, le dernier, ben oui, malheureusement, c'est ministre-président Di Rupo, le 1er septembre 2022, Get Up Wallonia. Les task force sont sur les rails. Alors moi, je me dis, mais alors bien sûr, moi, get up, j'ai regardé tout de suite, c'est évidemment un phrasal verbe qu'on trouve bien expliqué dans le dictionnaire. Mais lève-toi, ben oui, reste-toi. Mais oui, mais c'est très biblique, mais en anglais, les pauvres qui ont vu ça, les premiers se sont dit, ça va changer les choses pour nous, get up. D'abord, il faut qu'ils comprennent ce que ça veut dire. Donc, ce n'est pas très démocratique, me semble-t-il. Alors, vous avez encore mieux la Confédération de la construction wallonne. C'est vulgaire, hein? M-Build Wallonia. Et M-Build, avec où il y a build quand on veut en building, j'ai demandé, parce que j'ai un beau-fils qui est un anglais authentique. Et il m'a dit, et sa femme, ma belle-fille, était spécialiste de l'anglais, justement. Mais il dit, je n'ai jamais rencontré ça, M-Build. Ah ben voilà. Alors, ils auraient dû mettre Wallonia. C'est un mot qui soit absurde dans ce type d'acronyme. Ben oui. En Belgique, oui. Il n'y en a pas d'autres. Ah oui, il y en a d'autres. Ah non, ce ne sont pas les seuls. Ah non, je ne dis pas. Comment, quoi? Qui serait absurde. Oui, il y en a d'autres. Oh, il y en a d'autres. Attention, ici, je n'ai pas repris tout ce que j'ai. Quand on crée, mais je garde ma question pour tout à l'heure. Oui, mais ça, je n'ai pas émis, évidemment, tout mes 100 exemples. Hein. Vous auriez crié grâce. Alors, arrivons alors à quelque chose. Donc, ça, c'est les premiers. Ça, c'est très condamnable pour moi, les segments entiers en anglais. Ça devient finalement, on finit par remplacer le français par l'anglais. Les faux amis,
qui créent des doublons inutiles, problème lexico-sémantique. Alors là, on va en voir l'un ou l'autre, qui sont relativement bien connus, mais fort utilisés. Puis vous avez des emprunts qui séduisent par leur connotation plus moderne. Mais c'est vrai que c'est plus sympa une dame qui dit que je vais faire mon shopping plutôt que je vais faire mes courses. Il y a longtemps, voilà, ce sont des fantaisies, c'est pas très méchant, c'est pas très dangereux. Il y a alors un usage plus convaincant de termes anglais qui, eux, et cela, il faut pouvoir l'admettre, dans la mesure du possible, qui se réfèrent à des technologies très souvent originaires des États-Unis. Et si on n'a pas le temps, comme on a pu le faire autrefois pour un certain nombre de cas qui ont très bien réussi, évidemment, après peu de temps, la forme anglaise l'emporte. Alors, ce qui est évidemment une grande réussite, c'est évidemment, moi quand j'ai fait mon service militaire, c'était encore la forme, comment dirais-je, l'ordinateur, c'était computer. Oui. Moi, j'étais dans les computers. Oui, oui, en 79, oui. Or, il y a évidemment un Français qui a trouvé d'une manière géniale ordinateur, en reprenant un mot d'ailleurs qui est attesté en partie à la fin du Moyen-Âge, dans un autre sens, et qui a été une réussite. Alors, il y a des calques aussi. On ne dit pas qu'on a une mouse, hein, on a une souris, évidemment, etc. Donc, il y a tout. Même le mot informatique, ça, moi, c'est le cas que je trouve le plus étonnant. Informatique, ça vient de quoi? C'est un mot valise. Information et automatique. Bon, on en a fait informatique, en coupant la fin du premier et faisant la féresse du second. Mais qu'est-ce qui est arrivé à informatique? Ça a remplacé très souvent en anglais computer science, qui a adopté informatics. Ah, cette fois-ci, on a gagné quelque chose. Enfin, vous allez dire que là, il faut chercher beaucoup plus précisément pour trouver ce genre de cas. Oui, mais eux, ils l'ont décidé. Oui, informatics, oui, mais enfin, ça, on peut leur parler. C'est quand même plus clair pour nous que comme computer science. C'est plus intelligent de ce qu'on fait. Oui. Parce que eux, oui. Ben oui, bien sûr. Alors, ici, là, je vais pouvoir aller plus vite. Le temps passe. Je vais pouvoir uniquement regarder quelques cas. Ce que j'ai fait, j'ai mis chaque fois un commentaire succinct qui vous permettra de juger un peu parmi vous. Si vous avez, comme on dit, des réclamations ultimes, vous pouvez me dire que, voilà, vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai suggéré. Alors, il y a évidemment quelque chose, là, je fais un jeu de mots, qui est insupportable. C'est l'emploi de supporter. Pourquoi? Parce que supporter, c'est support. Alors ça, c'est évidemment, c'est tolérer, endurer, et c'est aussi, en anglais, c'est supporter, c'est soutenir. Un supporter, d'ailleurs qui est un mot français, finalement, un supporter, parce que ça ne se prononce pas ainsi. Si vous dites « je suis supporter de ceci » en anglais, je veux dire « c'est quoi ça ?»« Ah, support », d'accord. Puisque le français est une langue occitonique, une des seules langues d'Europe à être occitonique, à avoir l'accent sur la finale. Non, voilà. Alors, donc c'est qualifié, d'ailleurs, c'est intéressant. Cet emploi de supporter au sens de soutenir, hein, supporter un ministre, il est mis quand même, il est qualifié de familier dans le Word Reference. Donc, ils mettent une petite note qu'ils trouvent bizarre. Alors évidemment, ce qu'on entendra, toute la famille supporte évidemment le Paris Saint-Germain. Mais un jour, j'ai entendu à la radio, il y a des années, mais c'était, il faut le reconnaître, un ministre qui était d'origine néerlandophone, qui a dit, étant donné ce qu'il dit là, je ne supporte pas cet ambassadeur. J'ai dit à ma femme, mais c'est la crise diplomatique, qu'est-ce qu'il raconte? Il voulait dire, je ne soutiens pas l'opinion de cet ambassadeur. Vous dites que vous ne supportez pas un ambassadeur, mais ça, évidemment, on va voir ce que déjà fait Macron. S'il dit qu'on ne supporte pas Poutine, ça commence à... Même s'il dit qu'il le supporte... Oui, mais vous avez le même phénomène, je peux aller vite, avec opérer. Vous allez dire qu'on n'est pas toujours...
je l'avoue, on peut parfois, on ne réagit pas toujours très vite. Mais moi, au moment où, à un moment donné, je prenais plus souvent l'avion pour des longs voyages que j'ai fait avec ma femme, je montais dans un avion, j'avais pris mon billet chez, je ne sais rien, sur Belgian Airlines, je ne sais plus comment on l'appelait, c'était plus la Sabena. Et puis, je voyais mon avion opéré par Delta Airlines. Opéré, mon avion est opéré par... Alors vous allez dire qu'avec le nouvel avion Boeing, il faudrait tous les opérer parce qu'ils perdent des pièces. Enfin, ça, c'est une autre histoire. Donc, opérer, c'est écrit, vol opéré, ça veut dire un vol utilisé, réalisé. Donc, ici, l'anglicisme est totalement inutile. Vol réalisé par Delta, c'est parfait. Bon. Alors, les 3 cas suivants, là, je vais aller assez vite, mais j'ai mis 3 points d'exclamation. Alors, focus. Alors, ça a un succès, focus. Un succès délirant, hein, en particulier en Belgique. Même le petit Robert, qui est accueillant, ne connaît que le mot focus au sens, je dirais, de photographique ou oculaire. Oui, oui. Alors, ça veut dire... Et là, il y a une réaction qui est venue aussi de l'Académie, parce que l'Académie, puisque, vous savez, le dictionnaire de l'Académie, il n'avance pas très vite, et ils ont dépassé focus déjà à une époque où on ne parlait pas de focus, dans ce sens-là. Donc, il n'est pas signalé dans le sens nouveau. Et ici, maintenant, c'est tout simplement quelque chose qui remplace. Je suis focus sur, je suis concentré sur, je suis attentif à. Et alors, j'ai même relevé. Comment? C'est objectif qui sert de transition. Oui. Ben, oui, mais ça. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je crois que c'est évident, c'est démonstration. Ça ne veut pas dire objectif. Mais non. Focus, oui, mais au point de vue photographique. Oui. Ah oui, mais ça, c'est une autre question. Ben oui, mais non, c'est pas ça que vise ici, c'est l'emploi. Non, non, ça n'a rien à voir. C'est focus avec le sens anglais. Bien sûr. Bien sûr. Ben oui, si tu prends, oui, c'est pas le problème. Non, là, on n'est pas d'accord. Donc c'est considéré comme quelque chose qui n'est pas un équivalent probant de concentré, à tel point qu'on a, j'ai entendu, mais là je n'ai pas noté, focusé sur, on focus sur ceci. Être focus. Vous êtes focus, pour dire vous êtes attentif, il faut être focus. Oui, mais non, le S est important. Voilà. Ceci est évidemment un exemple redoutable, je trouve. Et j'ai entendu 1 ou 2 fois, je crois, à la télévision ou à la radio française, mais rarement. Tandis qu'en Belgique, faites attention, tout le monde est focus. Hein. Mais, je devrais poser ma question après. Oui, d'accord. Alors, ce qui est pas mal, c'est le deuxième cas, il est plus grave. Dédié et dédicacé. Alors là, pourquoi l'erreur? C'est que l'anglais n'a qu'un seul mot, dedicated, pour les deux. Alors, il est arrivé quelque chose de très désagréable à une de nos ministres wallonnes, qui a eu la même mauvaise idée sur la RTBF de parler de moyens dédicacés à la formation. Ah ben oui. Mais dédicacé, c'est écrire quelque chose, une marque. Écrire à la main quelque chose dans le début. Dédié, c'est tout à fait lié. C'est réservé, mais dédié aussi est un peu changé. Hein. Dédié est aussi à utiliser la main. Voilà. Alors, je dédie ça à ma famille, très bien. Dédicacé, ça c'est écrire, mais je dédie ce travail à ma famille, à ma femme, ou tout ce qu'on veut. Mais alors maintenant, les avocats, la fameuse, je dirais, oui, le fameux procès des terroristes là, qui a duré des mois, les avocats avaient
des endroits dédiés, des salles dédiées, des salles spécifiques, des bureaux dédiés. Voilà. Ça veut dire, voilà, dédié est utilisé maintenant pour quelque chose de spécifique qu'on accorde, réservé à. Voilà. Donc vous voyez, là c'est très gênant parce que là, il y a une mise en cause du système lexico-sémantique. Et surtout, ça fait disparaître des mots français tout à fait légitimes et utilisables sans difficulté. Capturer et capter, ben là aussi, mais alors là, évidemment, on n'est pas servi par la modernité. On parle de capture d'écran, mais ce n'est pas nous qui l'avons inventé, cette formule. Non, mais en anglais, screen capture. Bah oui, c'est une traduction, c'est un cas de screen capture. Mais après tout, capture d'écran, c'est très bien aussi. Moi, je n'ai rien contre la capture d'écran. Mais quand on commence à confondre capter et capturer, alors là, ça ne va pas non plus. Pourquoi? Parce qu'il est évident qu'on ne peut pas capter la même chose et capturer la même chose. Capter un éléphant ou un tigre, c'est quand même délicat. Hein? Le capturer aussi, mais c'est possible. Bon, ben voilà. Donc c'est s'emparer par la force. Mais capter une émission, c'est pas s'en emparer par la force, évidemment. Donc vous voyez, c'est là que je dis, il y a des choses à charge et à décharge, des choses où le français est mis en cause, où un français qui peut fonctionner très bien et par un effet de facilité ou de mode est remplacé par d'autres. Alors, vous avez quelque chose qui est pas mal non plus, ça va vous amuser, c'est plus loin, empowerment. Alors, empowerment, alors vous voyez, ça c'est la question des droits des femmes, c'est important. Certains ont trouvé qu'il fallait une traduction empowerment, empuissancement. C'est pratique. Et tout simplement, on s'est dit que autonomisation ou émancipation des femmes, c'était relativement bon aussi, et même très bon. Et on n'est pas obligé de passer par empowerment, avec un empuissancement qui est un calque maladroit, et assez maladroit. Vous avez d'autres choses. Alors, les deux derniers cas, là, puis après j'arrête. Alors vous avez celui qui m'a fort énervé longtemps, c'est spoiler, qui était aussi un mot couronné comme mot de l'année. Mais alors spoiler, ah ben oui, mais le problème c'est qu'évidemment ils n'ont pas consulté le FEV parce qu'on nous a essayé de nous faire croire que c'était un mot qui remontait à l'ancien français, etc. Je vous mets au défi de trouver, là, dans le FEV 12, 200, etc., spolier ne se rattacherait pas du tout à espoyer et se déshabiller. Non, pas du tout. On ne voit pas le rapport. Mais le Wörterfeind, c'est précis, mais il ne donne pas de commentaire étymologique. Le sens du verbe to spoil, c'est bien de gâter, gâter un enfant. Hein? Donc, la forme anglaise, spoil, c'est un anglicisme, gâcher une journée, révéler l'intrigue. En français, la forme anglaise spoiler est un anglicisme familier, dit. Et alors on suggère, et pour une fois, enfin, je ne suis pas gentil, les Québécois ont souvent de bonnes idées, mais pas toujours. Et ici, ils ont inventé, et il est très bon, c'est divulgacher. Et ce mot, il y a des choses intéressantes quand on écoute la RTBF. Il y a de bons éditorialistes le matin, il y en a un qui fait les commentaires politiques, et qui à un moment donné employé spoiler, il a dit oh non, excusez-moi, je veux dire divulgacher. Ah, autocorrection immédiate. Bien. Donc, en plus, cet emprunt se justifie très difficilement, ne serait-ce que du point de vue phonétique. Spoiler. Voilà. Il y a d'abord, tu as deviné, spoil, la prononciation spoil, O-I, prononcé oi, c'est pas très français avec ce système. Et alors, d'autant plus que j'entendais encore ce matin que les Français parlaient du gasoil. Ils ne disent pas du gazoil. Officiellement, c'est gazole hein, maintenant. Oui, gazole. Oui, il y a gazole, mais enfin, il y a gazole. Voilà. Donc, alors, j'ai demandé à un des petits-enfants, je me suis dit, mais moi, je connais ce poilé. Moi, j'étais toujours, quand je m'amusais, je me suis poilé. 18 ans, je lui ai dit, spoiler, tu sais, ça veut dire se marier, on dit tout ça. Donc on essaye de faire croire que c'est quelque chose qui est dépassé, or c'est vraiment le... Et il y a même
plus fort que j'ai trouvé maintenant, puis j'en terminerai presque là, ce qui nous fait, j'ai lu dans un journal, ce qui nous fait poiler, ici même, il n'y a même pas de se poiler, ce sont les gens fiers de faire des trucs horribles. Ainsi, c'était l'exemple de la télévision CNews, qui est souvent très à droite, sinon à l'extrême droite. Eh bien, ça fait poiler les gens, à les faire rire. Donc, voilà ce qui fonctionne en français. Donc, c'est ce qui est inquiété. Mais alors, spoiler, on ne voit pas très bien. Et alors, vous avez le fameux Crush, qui m'a fort étonné tout un temps. Eh bien, je m'aperçois qu'il se répand maintenant. Toutes les filles sont, qu'elles sont, ou les garçons d'ailleurs. C'est Cyril Hanouna qui a commencé. Comment? C'est Cyril Hanouna qui a commencé. L'autorité. Oui, peut-être, oui. Je ne sais pas si c'est lui, mais. Là, c'est méchant. Là. Mais donc c'est ça, c'est avoir. Alors, ce qui est très intéressant, regardez, ce dictionnaire dans sa partie anglaise traduit have a crush on, développe des sens figurés tels avoir un faible pour quelqu'un, en penser pour quelqu'un, familier un peu vieilli, ou avoir une toccade, c'est un peu vieilli. Mais il conseille craquer pour quelqu'un, ça c'est très bon. Il craque pour une telle ou il craque pour un tel. Mais voilà, donc on voit qu'il y a une nuance qui se fait. Oui, mais alors il a un crush. Oui, mais avec craquer, on utiliserait quelle substance? Bon, je suppose que c'est, oui, ça doit être une attirance. Hein. Oui, c'est un béguin. Hein. Mais un béguin, une toccade. Mais oui, mais béguin, évidemment, je ne l'ai pas dit parce que béguin, très curieux, ce dictionnaire anglais est très précis, il doit avoir des référents francophones. Il dit, c'est un peu dépassé quand même. Vous avez peu de... Trouver des adolescents qui disent un béguin pour... Toccade, c'est mieux. Ils ne connaissent pas Bunch? Bon, ben voilà. Et alors, alors vraiment, là, c'est la fin des haricots. Il y a ce terrible débunkage. Une plateforme en ligne de débunkage des théories du complot. Alors, le débunkage, en fait, j'ai regardé le mot bunk. Il est bien attesté en anglais. Ce sont des foutaises. C'est un mot populaire. Ce sont des foutaises. Les Américains utilisent plutôt bullshit. Bullshit. Voilà. Heureusement, bullshit. Alors, dans tous les sur Netflix, il n'y a que des gens qui font des bullshit. Mais par contre, alors, donc, le débunkage, c'est démystifier, justement. Hein? C'est démentir une fausse information. Débunker. Mais le problème, c'est que le français construit un dérivé qui n'a pas de correspondant en anglais. Donc on voit qu'ici, vous voyez pourquoi les choses sont moins graves ou plus graves, parce qu'on crée les gens qui ne sont pas attentifs à ça ne peuvent plus comprendre pourquoi on ne peut pas dire débunkage, pourquoi débunkage c'est moins bon que des mystifications ou des choses comme ça. Mais parce que débunkage, en plus, c'est une invention, une dérivation d'un mot anglais qui lui-même n'est pas utile. Voilà où nous en sommes. Il y a d'autres cas, vous pourrez les regarder. Il me reste à conclure, ce qui va vous rassurer. C'est une conclusion plutôt optimiste pour la langue qui s'impose. Si l'on en juge par son lexique et en pastichant un opéra célèbre, la lingua est mobile. Vous connaissez évidemment cet opéra. Mais aussi par sa syntaxe, cher ami. Comme l'illustre plaisamment un de nos confrères, dans son voyage autour de ma langue, publié aux Belles Lettres en 2001. Je te disais, moi, tu avais souvent des idées intéressantes sur la langue, sur d'autres choses aussi. Et je le cite, et je suis entièrement d'accord. La langue a sa position missionnaire. C'est la trop fameuse trinité, sujet, verbe, complément. Mais heureusement, elle a conservé son Kama Sutra bien plus riche que les quelques dizaines de positions collectionnées par Vajrayana.
remarquable remarque par rapport à la syntaxe aussi. Si on prend la syntaxe de l'interrogation en français, c'est le Kama Sutra. Tout est possible. Voilà. Merci pour votre attention.